Bonjour à tous. Donc, je m'occupe des produits de relations clients augmentés chez Orange en France et en particulier de nos chatbots, voicebots, callbots, donc de nos IA conversationnels. Et je vous fais un petit retour d'expérience sur l'aventure des IA conversationnelles chez Orange. Nos IA conversationnelles, elles ont démarré en 2015. Et en 2015, on avait 170 millions d'interactions entre Orange et ses clients par an. 170 millions d'interactions qui étaient d'abord vues comme un problème majeur parce que ça coûte cher des interactions clients en service client, en boutique. Et quand les clients contactent Orange, c'est pas toujours pour acheter un produit, c'est aussi parce qu'il y a des actes de gestion à faire, des problèmes, etc. Donc on a commencé autour de 2015, on investissait à fond dans le digital pour diminuer les interactions clients humaines, voilà, comme beaucoup de grandes entreprises l'ont fait. Sauf que le digital, ça suffit pas complètement à diminuer toutes les interactions parce que le digital, c'est compliqué, c'est touffu. Là, vous avez un exemple de page d'orientation du client qui a un problème sur, je sais plus quoi, sa télécommande. Donc, si tu as un problème sur ta télécommande, on va te demander quelle est la nature de ta télécommande. Est-ce que c'est une Play? Est-ce que c'est une 3? Est-ce que c'est une 4? Est-ce que c'est une UHD? Et puis ensuite, on va te demander quelle est la nature de ton problème. Donc évidemment, plein de clients se perdent là-dedans. Et donc quand on se perd sur le digital et qu'on trouve pas sa solution, bon ben on prend son téléphone et on appelle le service client. Donc le digital tout seul, ça suffit pas. Et on s'est dit, les robots conversationnels, le conversationnel, ça peut nous aider. Et pourquoi ça peut nous aider? Parce que la première intuition qu'on a eue, c'est que ça pouvait nous aider à déporter la charge, l'effort qui était là sur le client qui doit se repérer sur le site, vers nous, puisque avec une IA conversationnelle, le client s'exprime avec ses mots à lui, et finalement c'est à nous de comprendre ce qu'il veut et de l'emmener là où il a besoin qu'on l'emmène. Donc on a fait ça en 2015 en créant un petit bot de type search bot qui permettait de comprendre la problématique du client et de l'orienter vers la bonne page. Sauf que une fois qu'on l'a orienté vers la bonne page, ça suffit pas forcément non plus, parce que les pages, elles sont elles-mêmes extrêmement touffues, et il y a des clients qui ont besoin finalement qu'on les accompagne un peu plus. Deuxième étape de l'évolution du conversationnel, c'est le pas à pas. On se dit le conversationnel, ça peut aussi nous permettre d'apporter les informations au client progressivement, petit à petit. Donc là, je vous ai mis une petite vidéo d'un parcours de dépannage de télécommande. Ça n'a rien de sorcier, c'est pas spécialement personnalisé, mais ça permet de découper les étapes. Donc là, on va aider le client à repérer si son décodeur c'est une UHD, une Play, une 3, une 4, en lui mettant des images. Et ça va permettre d'avoir quelque chose de progressif. Et d'accompagnant pour le client. Et puis si jamais il comprend pas, il peut revenir en arrière, voilà, demander des détails. Donc on s'est mis à développer des parcours conversationnels comme ça. C'est du scripté, hein. C'est tout à fait basique, simple, prédictif. Mais voilà, ça aide déjà un petit peu plus le client. Et puis dans des parcours comme ça, il y a des fois on va demander au client, par exemple, de redémarrer son décodeur ou de redémarrer sa box. Et donc on s'est dit, il y a peut-être encore un truc qu'on peut faire en plus avec le conversationnel, c'est finalement de faire ce genre de choses à la place du client. Donc on s'est mis à partir de ce moment-là à développer des agents qui non seulement orientent et accompagnent, mais qui également agissent à la place du client. Donc on continue à développer nos bots sur différentes thématiques. Et on se met à développer des bots qui font des actions. Et qui font des actions en plus hyper personnalisées, donc vraiment dédiées au client. Là, je vous ai mis un exemple
d'un bot d'explication facture. Vous voyez le côté hyper personnalisé, il va aller chercher votre dernière facture, il va vous mettre votre montant à l'euro près, il va savoir vous expliquer quelle est la nature là de votre dépassement si vous avez eu un dépassement. Je peux aussi ajouter que, en plus, on a de la proactivité puisque là, ce bot, il est enclenché suite à la réception d'un email où on vous dit vous avez un dépassement sur votre facture. Si vous voulez plus d'explications, pouf, et ça envoie vers le bot. Donc là, on a de l'explication facture. Et puis, on peut aller jusqu'à proposer au client de déposer une réclamation s'il n'est pas content. On va savoir dire au client si sa réclamation est acceptable, parce qu'il rentre dans les critères d'acceptation. Et le bot va également pouvoir lui-même enclencher finalement l'acceptation de la réclamation, le remboursement sur la facture du client. Et donc, il a fini sa conversation avec le bot en ayant compris son dépassement et éventuellement réclamé et éventuellement savoir qu'il va être remboursé sur sa prochaine facture. Un agent comme ça, donc qui est extrêmement personnalisé et qui agit, ça marche hyper bien. On a des taux de satisfaction formidables dessus. On a énormément de volume. Et d'ailleurs, on a des bons taux de satisfaction que le client réclame ou pas. Finalement, l'hyper-personnalisation en soi, c'est déjà quelque chose de très rassurant et de très satisfaisant pour un client. Donc, on a développé nos petits bots comme ça, les uns après les autres, jusqu'à avoir finalement énormément de cas d'usage jouables. Et donc, on était dans une situation où nous avions des agents très spécialisés, accessibles sur des pages web très précises. Donc, un agent qui va dépanner sur la télécommande était dispo sur la FAQ où on parle de la télécommande, par exemple. Et donc, on en avait plein comme ça, et avec une difficulté qui était que si à la fin de votre dépannage télécommande, vous aviez besoin d'explications sur votre facture, ça marchait pas, quoi, parce que c'était des agents séparés. Donc, on s'est mis à construire une orchestration de nos agents. Donc, le schéma qu'on a mis en place est un schéma qui est devenu assez classique. On a développé un agent d'accueil dont l'objectif est comprendre le besoin du client et l'orienter vers le bon agent spécialisé. Donc, on a branché tous nos agents spécialisés les uns avec les autres. On a également créé la possibilité d'être mis en relation avec un service client. Je vous en dis 2 mots. Notre règle est la suivante. Au bout de 2 incompréhensions de notre chatbot, on propose un humain, histoire d'éviter la frustration de la boucle d'incompréhension. Et quand le client demande à parler à un conseiller, on passe également dans un bot de qualification et on envoie vers un service client. Donc, on s'est voulu assez passant vers le service client. Et c'est plutôt une stratégie payante. Parce qu'en fait, quand un client est sur le digital et qu'il s'adresse à un bot, il a d'abord envie d'être dépanné sans avoir besoin de s'enquiquiner avec un service client. Et donc, il n'y a pas de surutilisation de cette possibilité. Voilà, donc on a mis en place cet agent d'accueil, les agents spécialisés, et puis pour que ça marche, il faut des boucles de retour. Et donc chacun des agents spécialisés peut remonter au bot d'accueil, qui ensuite orchestre finalement l'interaction. Tout ça est hyper transparent pour le client. Il reste dans la même interface. Il reste d'ailleurs dans la même interface, même quand il est passé à un agent humain. On est toujours dans la même fenêtre de chat. La seule différence, c'est quand il parle à un agent humain, le nom de l'agent évidemment change, et puis le logo également, donc il est au courant qu'il est avec un humain et plus avec notre petit robot. Donc tout ça c'est formidable, ça marche extrêmement bien, on est plutôt content de nos chatbots, et donc on veut, là à cette époque-là en 2022, on a 2 millions d'interactions avec notre chatbot par an, 2 millions sur 150 millions, c'est pas des masses, et ils sont pas mauvais, donc on se dit qu'on veut que les clients les utilisent plus, qu'on veut les faire remonter dans la chaîne. Mais pour les faire remonter dans la chaîne, on a besoin d'un chatbot qui réponde un peu à tout. Parce que si on met notre chatbot sur notre homepage qui fait 8 millions de visiteurs uniques par jour, il faut qu'on puisse répondre à peu près toutes les questions que les clients peuvent nous poser. Et pour ça, on ne peut pas faire des bots spécialisés dans toutes les questions. Et donc, on s'est dit, parce qu'on s'est posé cette question-là en 2023, que l'IA générative allait pouvoir nous aider
à faire ça, à répondre un peu à tout. Et donc, entre 2023 et 2024, on a développé un bot d'IA générative comparable à ce qui nous a été montré tout à l'heure chez Monoprix. C'est-à-dire que son job à lui, c'est aller chercher sur orange.fr, donc sur notre site, toute information qui pourrait répondre à la question que le client nous pose. On fait une petite synthèse et on renvoie vers la bonne page. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, par exemple, là, il va poser une question sur l'utilisation du mail d'Orange. C'est hyper volumique. On a énormément de monde qui a gardé son mail en wanadoo.fr ou en orange.fr. Plein de problèmes d'utilisation qui n'ont pas besoin d'être hyper personnalisés. Les réponses vont être un peu les mêmes pour tout le monde. Et donc, voilà, ça peut tout à fait suffire un bot en IA générative. Il fait une petite synthèse et puis il renvoie vers notre contenu. Donc là, par exemple, c'est notre fac. Si le contenu ne suffit pas, on va revenir au bot, on va poser d'autres questions, on va demander à être mis en relation avec un conseiller client. Voilà, tout ça est extrêmement fluide. Donc, on a ce système qui est en place et généralisé depuis 1 an maintenant. Depuis juillet 2024, on a tout notre écosystème dispo, y compris avec le bot d'IA générative. On a entre 15 et 20 millions d'interactions clients qui sont réalisées grâce à nos bots aujourd'hui. Et on pense que ça va à peu près plafonner à ce niveau-là. Ça fait environ 10% du total de nos interactions. Petit retour d'expérience sur comment on a mis en place l'IA générative. 3 phases. Le POC, en 3 semaines. Hyper facile de poker un projet d'IA générative. Deuxième phase, l'industrialisation. Donc connecter notre POC à tout l'écosystème que je vous ai montré. 3 mois. 3 mois, c'est rapide, parce qu'on était déjà sur le cloud public et on avait déjà plein de connecteurs. Et ensuite, déploiement progressif des cas d'usage, on a mis 6 mois. Et ça, c'est le gros truc hyper long et hyper compliqué dans le déploiement de l'IA générative, c'est thématique par thématique, faire des jeux de tests, impliquer les experts métiers, et les experts parcours clients, les experts processus, pour s'assurer que les réponses de notre bot en IAGène sont correctes, voilà, sont justes. Et donc, petit à petit, 6 mois pour déployer tout ça. Si je devais faire un résumé de ce qu'on a appris dans ce déploiement, je vous dirais les erreurs à éviter alors dans le déploiement de l'IAGène. Le déploiement, c'est long parce qu'il y a de la validation et il faut que les gens soient d'accord pour dire « Ok, on va mettre en ligne des réponses produites par un truc. » On ne sait pas exactement ce qu'il va répondre. Il ne va jamais répondre 2 fois la même chose et on ne sait pas pourquoi. Donc, première erreur à éviter, il ne faut pas être plus exigeant avec le robot que ce qu'on est vis-à-vis d'un conseiller humain. Un conseiller humain aussi, il improvise. Il n'a pas toujours toutes ses fiches en tête. Parfois, il dit des conneries. Bon, le robot aussi. Et donc, voilà, donc il faut en fait se dire que le robot il va être moins bon qu'un humain, heureusement, et il faut se donner des critères assez clairs de validation. Donc nous on en avait un. Notre solution précédente, dans 50% des cas, elle disait des conneries. Bon le robot, on le mettait en ligne à partir du moment où il était juste ou à peu près juste dans 60% des cas. Donc s'il était meilleur que ce qu'on avait, c'était suffisant. Donc le côté c'est suffisant pour aller en prod, c'est critique si on veut effectivement déployer. Il faut surtout pas vouloir contrôler l'IA parce que l'IA est non prédictive et on ne sait pas pourquoi ça répond ça et on ne sait pas comment ça fonctionne. Et c'est de la recherche aujourd'hui pour arriver à le faire. Donc renoncer à contrôler l'IA, c'est un saut quantique, c'est terrifiant pour les équipes métiers, parcours et processus. Troisième erreur à éviter, négliger l'impact sur le métier de product owner digital. Piloter une IA non prédictive, ça n'a rien à voir avec piloter un parcours scripté ou des interfaces digitales en termes de métier, de montée en compétences en particulier. Je vous parle juste de la montée en compétences rapidement. On utilise des outils qui sont des outils qui sont un peu trop tech pour nos product owners classiques, mais qui sont pas assez tech pour des data scientists ou des développeurs. Donc en fait, il y a vraiment une nouvelle catégorie à trouver. 3 bonnes pratiques.
Les contenus, shit in, shit out, ce que vous donnez à manger à l'IA, si c'est pas correctement structuré et si c'est pas hyper juste et hyper à jour, vous êtes sûr de vous planter. Et ça prend aussi un temps métier considérable. Nous avions 34 000 pages d'assistance quand on a commencé notre projet. Sur les 34 000, on en a viré 15 000 depuis un an qui étaient obsolètes, qui étaient pas à jour, qui étaient mauvaises. Mettre en place un processus de révision continue et de pruning parce que notre IA, elle vit ensuite. Et enfin, tout de suite, mettre en place un dispositif de supervision de l'IA dès la première mise en prod. Notre IA, elle fait 15 000 conversations par jour. C'est pas avec mon équipe de 3 personnes qu'on va superviser ces 15 000 conversations. Et donc, nous avons une IA qui surveille l'IA. Ça, c'est une autre aventure. Merci.